Guru Yangana Monga Gabon, Guru Yangana Monga Guinée, Guru Yangana Monga Congo, Guru Yangana Monga Camerounaya, Asoyade. Monsieur le représentant du directeur de l'Université de mesdames et messieurs, sans tarder, je voudrais prier de bien vouloir écouter le mot de bienvenue de Madame la doyenne de la faculté des arts, lettres et sciences humaines de l'Université de le professeur Christian de Félicité Iwane, épouse et sœur. Madame la doyenne, vous avez la parole. Monsieur le recteur de l'Université de Yaoundé, ici représenté par monsieur le directeur en charge des enseignements, de la professionnalisation et du développement des technologies de l'information et de la communication, monsieur le vice-recteur en charge de la recherche et de la coopération, monsieur le représentant de l'archevêque de Yaoundé, madame la secrétaire générale, mesdames et messieurs les chefs d'établissement, monsieur le chef de département de sociologie, par ailleurs directeur exécutif du laboratoire camerounais d'études et de recherche sur les sociétés contemporaines, mesdames et messieurs les chefs de département, mesdames et messieurs les professeurs, maîtres de conférences, chargés de cours assistants, chers invités, en vos rangs et grades respectifs, chers jeunes chercheurs, étudiants, mesdames et messieurs. Il y a des jours comme celui-ci où le devoir ajoute à son caractère d'obligation et de contrainte la promesse d'une joie intense à celui qui l'accomplit avec le sentiment de participer à un événement à la fois utile, agréable et inoubliable. C'est donc avec une immense joie, un réel bonheur que nous vous accueillons dans cet amphithéâtre 700 mythique et vous souhaitons une cordiale bienvenue à cette cérémonie qui marque l'ouverture du colloque national sur la question sociale au Cameroun. Colloque imaginé et porté par le département de sociologie de la faculté des arts, lettres et sciences humaines et placé sous le haut patronage de monsieur le recteur de l'Université de Yaoundé 1, le professeur Maurice Aurélien Soso, ici représenté. L'honneur ressenti est entier, tout autant que le grand plaisir qui est, quant à lui, essentiellement suggéré par la thématique de ce colloque, qui, comme nous avons tous pu le remarquer, est au cœur de l'actualité des dynamiques qui traversent et secouent le Cameroun. En effet, la question sociale, à travers ces différentes déclinaisons dans notre contexte, est au centre des réflexions pluridimensionnelles, aussi bien politiques, économiques que culturelles. Toutes ces réflexions se nourrissent à des degrés divers des analyses inspirantes de l'université. Et ce n'est pas un hasard, car le projet de l'université depuis sa création, c'est justement de mettre le savoir, la réflexion et l'innovation au cœur et au service de la société. La recherche des solutions et des réponses aux questions pressantes aux entrées propose la question sociale au Cameroun est ce dont nous aurons, durant 3 jours, à nous occuper collectivement. L'université reste par conséquent le lieu le plus indiqué pour penser en quelque sorte le grand dialogue scientifique sur les questions sociales au Cameroun. Pour cela, nous ne pouvons qu'exprimer devant vous notre satisfaction de pouvoir vous remercier d'être venus aussi nombreux en dépit de la situation sanitaire difficile que chacun connaît à des degrés différents, pour échanger sur l'une des questions les plus signifiantes de notre société, mais qui est aussi celle de son avenir. Créée à la faveur du décret numéro 93/026 du 26 janvier 1993, la faculté des arts, lettres et sciences humaines de l'Université de Yaoundé 1, comme dans tous ses départements, avait à peu près une vingtaine de filières de formation, mêlant des parcours de formation, des parcours classiques de formation aux savoirs fondamentaux et des parcours de formation professionnelle dans l'horizon d'orientation du LMD. Dans l'esprit de cette dynamique, des formations professionnelles et de perfectionnement des cadres supérieurs scientifiques et techniques
ont été mises en place dans plusieurs départements de cet établissement qui compte aujourd'hui à peu près 30 000 étudiants. Parallèlement à ce parcours de formation, la faculté se distingue aussi par une importante activité de recherche et d'animation scientifique, principalement portée par les différents départements et laboratoires. C'est dans cette perspective que s'inscrivent le département de sociologie et le laboratoire camerounais d'études et de recherche sur les sociétés contemporaines, architectes du présent colloque. Le laboratoire camerounais d'études et de recherche sur les sociétés contemporaines, CERES, qui nous accueille, est un jeune groupe de recherche d'obédience sociologique, mais à vocation interdisciplinaire, affilié respectivement à l'Association africaine de sociologie, à l'Association internationale des sociologues de langue française et à l'Association internationale de sociologie. Il est domicilié au département de sociologie, à la faculté des arts, lettres et sciences humaines de l'Université de Yaoundé. Donc, le professeur Armand Lecaille-Soba assure respectivement les responsabilités du chef de département et du directeur exécutif. Je voudrais profiter de cette occasion pour le féliciter vivement pour son enlèvement, pour son dynamisme et l'énergie intellectuelle qu'il déploie accompagné de ses collègues du département de sociologie. Ceci fait grandement honneur à notre faculté. L'occasion m'est donnée de dérouler ici les prises de parole reposeront en atelier sur les problématiques croisées en écoutant attentivement la problématique du genre inclusion sociale présentée par le professeur Vivien Onouabilolet, qu'on ne présente plus, la problématique de l'État unitaire par le professeur Mathias Éric Bourna-Dini, qu'on ne présente non plus, professeur Laurent Charles Boyono Kassala, la problématique des médias sociaux, la problématique de la gestion des conflits identitaires par le professeur Emmanuel Diensou-Koubo, la problématique des questions foncières par le professeur Tchawa, la problématique de l'insécurité et des violences sociales par le professeur Saïdou Issa, la problématique de la mémoire et de la réconciliation par le professeur Charles Gardien-Bord, la problématique des élections par le professeur Joseph-Marie-Jean Belinga, la problématique de la culture et des langues nationales par le professeur Richard Laurent Roy, la problématique de la criminalisation du social par le professeur Moutazi Akam, la problématique du lien social en contexte des tensions sociétaires par le professeur Moutazi Akam. Je vais dire avec toute attention qu'on présente à toutes ces personnalités scientifiques. Alors, au regard de la densité de ce programme et des profils de participants, ce colloque s'annonce à la fois innovant et pragmatique, source de rencontre autour des préoccupations actuelles du Cameroun contemporain. C'est en effet la vocation de l'université d'être ce lieu de formation, mais aussi de réflexion et de propositions, par nature ouvertes sur l'avenir, d'accueillir des travaux de prospective aussi riches et denses pour promettre de l'être les vôtres. Permettre la tenue des débats de grande qualité sur la question sociale au Cameroun constitue à nos yeux une part très importante de la mission qui incombe à l'université et qui consiste à approfondir les questions, à ouvrir de nouveaux champs de réflexion. Je dirais que ce colloque nous offre une occasion historique de remettre l'université au cœur de notre société. C'est tout l'enjeu des débats d'aujourd'hui et des jours à venir autour de la question sociale. Ainsi, je tiens dès à présent à remercier tous ceux qui ont contribué à la préparation et à l'élaboration de ce forum scientifique et voudrais saluer le travail collectif qui en a permis l'émergence et la conspiration. Puissent ces 3 jours d'échange y contribuer et faciliter à l'émergence des réponses aux problématiques posées par ce colloque. Je vous remercie. Merci à Madame la doyenne de la faculté des arts et des sciences humaines, Monsieur le représentant directeur, Mesdames et Messieurs,
Nous allons poursuivre cette cérémonie, mais avant tout, je vous invite à écouter ce poème dédié à Jean-Marc Ella, le sociologue des pauvres. Le poème sera déclamé par M. Yves Valéry Obame. M. Yves Valéry Obame est doctorant en sociologie à l'Université de Yaoundé. Poème aux sociologues et théologiens des pauvres. Selon dans nos fertiles cerveaux, ton savoir encyclopédique sur notre condition contemporaine, arrosant nos esprits aveuglés par la modernité, la moisson fut honteuse et déplorable, la récolte funeste et cruelle. Poussés vers les rencontres et des routes d'errance, contraints à l'angoisse et à la solitude de l'éloignement, ils t'ont envoyé balader au Canada, à Louvain-la-Neuve, à la grande satisfaction des étudiants blancs, à la grande stupéfaction des esclaves reconvertis. Ta voix fulgurante et scintillante de clarté, d'une limpide et cristalline pureté, porteuse d'espoir dans la nuit sombre de notre âge, a assujetti l'Afrique à l'université protestante d'Afrique centrale, à l'université de Yaoundé. Tu as monté l'Afrique nouvelle en assumant l'héritage des générations passées et futures. Dans l'aridité de nos jours, la cruauté qui enveloppe notre condition humaine, tu as célébré les vertus des retrouvailles fraternelles, reconverti les esprits sur le chemin de l'absolu. Quoique revenu dans cette quête sans voix, tu rentres dans la béatitude et l'immortalité. Ton souvenir et ton intellectualisme hanteront à jamais les couloirs de la science qui dérangent. Tes écrits sont l'ombre qui nous protège contre l'horreur de la dictature. Dans un silence désertique, nous méditons sur cette guillotine avec son escorte de tristesse et son overdose d'absurdité qui t'a à jamais réduit au silence. Pour les hommes d'en bas, l'émotion est à son comble, car le veilleur des pauvres s'est à jamais endormi, leur conscience est devenue stérile. La voix des sans-voix est réduite à la quiétude. Celui dont le cours était le régal des appases intellectuels aux monstres toussés, qui savaient entendre la plaisité des opprimés, qui dessinaient le paradis aux paysans de Tokombé et apaisaient leurs souffrances avec la parole et le verbe. Le peuple d'en bas est triste. Il vient de retourner auprès du Père, l'apôtre de la réforme chrétienne, le prophète de la libération. Nous resterons dans la soif de l'évangile reformulé et dans une fatigue épistémologique étouffante. Mais pour toi, un jour qui se lève, comme un matin neuf dans un monde nouveau. Toi, l'amoureux de la liberté, qui a refusé toute compromission, toi qui es resté ouvert à la grande masse des hommes en quête de liberté et de justice, toi le bavard silencieux, vas en paix rencontrer tes amis et que ta sérénité, ta noblesse et ta générosité d'âme te conduisent vers Saint-Pierre avec qui tu dîneras désormais sur la table du pauvre. Sur ton épitaphe, nous écrirons Jean-Marc Ella, l'ange du savoir, la source d'eau vive, la semence de la vie. Et nous reporterons pour l'éternité le lourd fardeau de notre douleur. Maestro, allez, allez, allez. Nous convions à présent à écouter le mot du représentant de l'archevêque métropolitain de Yaoundé, M. l'abbé professeur Louis-Claude Bada. Monsieur l'abbé, je vous en prie. Monsieur le représentant du recteur de l'Université de Yaoundé 1, Monsieur le vice-recteur, Madame le secrétaire général de l'Université de Yaoundé 1, Madame la doyenne de la faculté des arts, lettres et sciences humaines de l'Université de Yaoundé 1, Monsieur le chef de département de sociologie de l'Université de Yaoundé 1 et directeur exécutif du CERES, Mesdames et Messieurs les chefs de département, Mesdames et Messieurs les enseignants en vos rangs et grades, chers amis étudiants, bien chers convives à ce banquet de célébration des essences sociales,
Grande est ma joie de prendre la parole dans cette tribune, ô combien sélective et raffinée, constituée des plus grandes et fameuses sommités de la science et des esthètes des muses intellectuelles. Je me présente Hic en lieutenance, car je n'en suis qu'une voix, et même une voix. Que dis-je? La voix qui énonce et prononce une pensée. La pensée de l'archevêque de Yaoundé, son excellent Monseigneur Jean Barga, dont je suis le représentant à ce colloque national d'envergure internationale. Son excellent Monseigneur Jean Barga aurait bien voulu participer solennellement à ce banquet sur la question sociale. Malheureusement, à cause des nombreuses sollicitations liées à son ministère archiépiscopal, il n'a pu le faire. Aussi a-t-il fait de ma modeste personne sa voix pour vous délivrer ses réflexions sur la théologie sociale de l'abbé Jean-Marc Ella. Je voudrais donc, du haut de cette tribune académique, sacrifier à un devoir de reconnaissance filiale pour signifier, non sans emphase, mais sans apage, ma déférente gratitude à Monseigneur l'archevêque de Yaoundé pour cette partenaire élection. C'est donc avec une joie immensément mesurée et contrôlée, car telle était une appréhension certaine et évidente, que je vais vous délivrer les réflexions de Monseigneur Jean Barga sur l'abbé Jean-Marc Ella. L'abbé Jean-Marc Ella est né le 27 septembre 1936 à Egolova, chef-lieu de la région du Sud Cameroun, et est mort le 26 décembre 2008 à Vancouver, au Canada. Il était un prêtre catholique du diocèse d'Egolova, universitaire, sociologue, anthropologue et théologien. Issu d'une famille de la classe moyenne, l'abbé a pensé que la théologie devait être adaptée aux besoins et croyances locales. Il était à cet effet une figure marquante de la théologie de la libération en Afrique et a laissé une contribution importante pour la sociologie et les sciences sociales africaines. Son excellent Monseigneur Jean Barga a donc été l'évêque du prêtre et grand universitaire Jean-Marc Ella de décembre 2004 à sa mort en décembre 2008. Dans l'homélie qu'il prononça lors de la messe de son inhumation à Egolova, Monseigneur Jean Barga avait dégagé 3 qualificatifs qui le définissaient, à savoir Monsieur l'abbé Jean-Marc Ella, le prêtre, Monsieur l'abbé Jean-Marc Ella, le prophète, et enfin Monsieur l'abbé Jean-Marc Ella, le serviteur de Dieu auprès de ses frères. Ces qualificatifs pour l'archevêque de Yaoundé déclinent et disent à suffisance la théologie sociale de ce grand fils et homme d'église et de l'église. Le prêtre, Monsieur l'abbé Jean-Marc Ella. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous enseigne que le prêtre est un pontife. En effet, il sert le pont entre Dieu et les hommes. Il se fait le véhicule des grâces civiles d'une part et des prières des hommes d'autre part. Mieux que tout, le prêtre de la Nouvelle Alliance, en rupture avec la tradition des Lévites, puise son sacerdoce dans le Christ pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédek. Le prêtre, enfin, c'est le pasteur de l'Église, cet homme, père et mère, qui prend soin de ses enfants. Il les aime, les élève, les éduque, les console, leur donne la vie. Une vie tout aussi pleine de dons spirituels, dons humains, que de dons de croissance. Pour Monseigneur Jean Barga, ce prêtre, il a rencontré en l'abbé Jean-Marc Ella, ordonné sur l'esplanade de la cathédrale d'Abamba à Egolova, le 5 juillet 1964. Dans une célébration solennelle et riche et belle, Monsieur l'abbé Jean-Marc Ella accepta la mission d'apporter à Dieu les hommes et de porter Dieu aux hommes, dans une option préférentielle pour les pauvres, en qui le salut de Dieu ne s'illustre pas par les discours, mais par la vérité. À travers les diocèses de notre pays, du sud au nord et du nord au sud, à travers les continents du sud au nord et du nord au sud, Monsieur l'abbé Jean-Marc s'est battu pour l'authenticité, pour l'effectivité du salut en Jésus-Christ, aujourd'hui, maintenant et en réalité auprès des pauvres. En cela, il a repensé la théologie pour en faire un service de salut. Sa force fut le Christ, héritier de la tradition de Melchisédek, le Christ Jésus, compagnon des hommes de toutes les couches,
solidaires de leurs itinéraires de survie, porteurs de la parole de vie, torturés et tués sur la croix, ressuscités et victorieux sur la croix dans la vie, contre la mort et son empire. Ce Christ Jésus a profondément fasciné l'abbé Jean-Marc. Il en parle avec une telle intimité et communion qui se fait proche de l'apôtre Saint Paul, qui nous a révélé que le sommet de la mystique chrétienne est dans le, je cite, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Fin de citation. Comme prêtre, Monseigneur Jean Braga pense que l'abbé Jean-Marc est la cru au Christ et l'aimant et a bien de points illimitants tant dans le don de sa vie que dans le don de la vie qui vient de Dieu. La contemplation du mystère du Christ était pour lui le chemin de la mission. Prêtre pasteur, quel itinéraire pastoral aux univers si variés, quelle soif de faire juif avec les juifs, grec avec les grecs, quelle capacité de lire l'évangile avec l'à-propos et le propos culturel qui conviennent. L'abbé Jean-Marc a fait lire l'évangile en vérité à tous les hommes et femmes de la forêt. Il le fit autant avec nos frères et sœurs de la savane et du Sahel. Il le fit encore avec les intellectuels et puis les œuvres de l'esprit. Il le fit aussi avec les frères et sœurs d'autres continents, d'autres univers, croyants et non croyants. Ce pasteur acharné a marqué de nombreuses générations par sa capacité à se faire semblable à ses ouailles pour la cause de l'évangile. L'amour de l'évangile l'a rendu frère et père de tous. Il a pleinement disposé à donner sa vie pour ceux qui l'aimaient. Ce zèle pastoral, l'abbé et l'a porté jusqu'à la fin. L'archevêque de Yaoundé se rappelle l'un des derniers messages reçus de ce grand pasteur le 16 juin 2008 lors de sa participation au congrès eucharistique au Québec. L'abbé Jean-Marc lui écrivit des mots révélateurs de son âme de pasteur. Je cite: Cher Père, j'aurais été très heureux de te rencontrer personnellement. J'ai quitté la province de Québec. En effet, n'ayant pas eu un lieu d'insertion dans l'église de Montréal, j'ai passé l'année dernière chez les Jésuites de Boston. J'aimerais savoir où et quand téléphoner pendant ton séjour au Québec, à Tibisson, pour parler Khmer. On se verra où encore, et quand, et comment. J'espère que tu vas bien, que ton travail pastoral marche bien et que tes relations avec le clergé et les fidèles sont bonnes. Je souffre de la sous-information avec la communauté diocésaine. Je souhaiterais établir des relations avec l'évêque de Saint-Hyacinthe en vue d'une sorte de jumelage avec le diocèse de Golo-Bagrini. Mais je n'ai pas pu communiquer avec toi pour connaître les besoins et les priorités du diocèse. Ici, dans le diocèse de Vancouver, j'observe encore et j'espère avoir les contacts nécessaires pour savoir comment me situer et ce que je peux faire. Car je pense que malgré le statut d'exilé, on peut être utile aussi bien au diocèse d'origine qu'au diocèse d'accueil. Je reste solidairement avec toi et l'ensemble des prêtres et les fidèles du diocèse. Bon séjour au Québec, que Dieu nous bénisse. Jean-Marc est là. Fin de citation. Nous voyons dans ce message les préoccupations d'un prêtre et surtout son attachement à la hiérarchie de son église et son amour pour son diocèse. Pour l'actuel archevêque de Yaoundé, l'abbé Jean-Marc est mort en communion avec l'église. Son diocèse a su reconnaître dès le début sa vocation missionnaire. Il l'a donnée à l'église universelle. Avec force, passion et amour, il s'est consacré à l'église. Cette église qu'il aimait de tout son cœur, la défendant de toute son énergie, tout en veillant sur ce qu'il considérait comme les champs d'ouverture et de renouvellement. L'église, sa mère, est toujours restée le socle de sa vie, le rocher sur lequel il a toujours su bâtir son existence. Le prophète, monsieur l'abbé Jean-Marc est là. Monseigneur Jean-Marc a suivi fortement la mission prophétique de monsieur l'abbé Jean-Marc est là. En effet, au cœur de sa vocation prophétique, c'est-à-dire sa vocation d'enseignement, l'art du maître, comme Jésus à la synagogue de Nazareth, l'abbé est là à lu et commenter pour nous d'ici et nous d'ailleurs, la Sainte Écriture. Pour Monseigneur Braga, la déclaration de Jésus dans Luc 4, verset 14-22, je cite, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre
c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Fin de citation. Semble être le principe herméneutique, si vous voulez, le principe d'interprétation qui a guidé et inspiré l'art de lire la Sainte Écriture de M. l'abbé Jean-Marc Héla et de prophétiser au nom du Christ. Le lien privilégié entre la parole de Dieu et l'aujourd'hui lui est resté essentiel, vital et nécessaire. Il faut aller au fond de cette connexion pour comprendre la mystique du prophète qui, qu'il le veuille ou non, se dépossède, se transfigure pour laisser l'Esprit de Dieu parler en lui. C'est cela que veulent dire ces mots d'Isaïe repris par Jésus, je cite, « L'Esprit de Dieu est sur moi ». Fin de citation. Voilà la marque de la vocation prophétique. Tout prophète annonce, dénonce et renonce au nom de Dieu. Il annonce le salut de Dieu, la bonne nouvelle. Il annonce à l'homme ce qu'il est en Dieu et ce que Dieu veut de lui, ce que Dieu lui a réservé de toute éternité. Qu'ils sont beaux les dieux du messager de la bonne nouvelle. La voix du prophète fait retentir l'espérance aux communautés qu'il a servi à Condé comme à Saint-Léman, à Tokombéré comme à Yaoundé, à Montréal, à Strasbourg, à Bruxelles, à Boston, à Vancouver. Monsieur l'abbé Jean-Marc Héla a été la voix de l'espérance. Espérance de vie, espérance de salut. Voilà pourquoi, dans son homélie mémoriale au siècle l'abbé Héla, Monseigneur Jean-Marc s'exprimait en ces termes, je cite. Pour son Afrique, l'abbé Jean-Marc Héla est et restera la voix de la dignité de l'homme. Pour l'Église, il est et restera la voix de la quotidienneté du salut en Jésus-Christ. Pour le Cameroun, il est et restera la voie des potentialités à construire l'avenir. Pour son diocèse de Bolova, il est et restera la voie de la nécessité de la mission. Fin de citation. Monsieur l'abbé Jean-Marc Héla a dénoncé. En effet, comme prophète dont le malheur serait de ne pas annoncer l'évangile, il a dénoncé sous des formes diverses la subtilité de l'homme et les structures des péchés qu'il a provoqués. Il a fait avec force et courage. Il a surtout fait avec amour, dévoré comme tout prophète par le zèle de l'annonce de la parole de Dieu. Je cite, ainsi parle le Seigneur. Fin de citation. Monsieur l'abbé Jean-Marc Héla a donc aimé chacun de nous, son pays, son Afrique, l'humanité tout entière, comme tel. Il ne pouvait supporter en silence que le mal atteigne l'homme. Dans sa vie, il n'a pas vécu pour lui. Il a renoncé à lui-même pour servir la cause du salut de l'homme en Jésus-Christ. Ce renoncement explique sa passion pour ceux qui, comme Jean-Baptiste, Baba Simon et autres, se sont donnés aux autres pour ne plus vivre pour eux-mêmes, mais pour être des sacrifices vivants offerts au feu de l'amour pour le salut de la multitude. Le frère Jean Babouche, en Kourou, portant son sac de raffia, mangé par ses fidèles, lui, le prêtre renoncé, Jean-Marc Héla l'a été. Il restera le signe de ceux qui sont abîmés dans l'amour du Christ et de son prochain. Il restera le signe de la pauvreté évangélique. Le prophète enseigne. Monsieur l'abbé Jean-Marc Héla a enseigné dans les amphithéâtres comme sous l'arbre. Sa science est fondamentalement humanisante. La connaissance de l'homme s'harmonise bien avec la connaissance de Dieu. Dans le respect des canons de la scientificité, le tout produit ce que nous avons reçu. Une science intégrale profondément humaine, comme bien de l'humanité, un héritage qui a à peine dévoilé ses énormes potentialités. Une sagesse qui guidera encore pour longtemps des générations d'humanistes, d'universitaires, de jeunes et de croyants. Monsieur l'abbé Jean-Marc Héla, le serviteur de Dieu auprès de ses frères. Jésus, pasteur des pauvres, s'est fait ami des pauvres. Sa mission auprès d'eux fut constante, poussée par son engagement de restauration de leur dignité. Cette mission que résument les paroles du prophète Isaïe, lues par Jésus au temple, repose sur le principe d'égale dignité des pauvres avec les riches, tous étant des enfants de Dieu faits à son image. Le service évangélique des pauvres de Jésus entendait promouvoir une société qui s'engage non seulement à lutter contre la pauvreté, mais aussi à promouvoir la dignité et le bien-être de l'homme. Monsieur l'abbé Jean-Marc Héla a vécu en ascète, dans le détachement de la pauvreté évangélique, dans la radicalité de l'évangile. Il a par sa vie, sa parole et ses écrits milité avec force pour la dignité des pauvres, des laissés pour compte, des marginalisés, des petits. Il a travaillé pour l'avènement d'un
monde politique, économique et social qui repose sur la solidarité et le respect des droits de l'homme. L'itinéraire de sa vie, de sa pensée et de ses enseignements se laisse décrypter à la lumière de cette solidarité préférentielle pour les pauvres. Pauvre avec les pauvres, il a été au sud et au nord de notre pays. Pauvre avec les pauvres, il a été au sud et au nord du monde. Pauvre défenseur des pauvres, il a été partout dans le monde. Pauvre pour le salut des pauvres, il a été poussé par la force évangélique de la mission. N'est-ce pas là au fond le sens de son service à la science? Car pour l'archevêque métropolitain de Yaoundé, je le cite, le service de l'homme se fait compétent et efficace avec l'expertise d'une science pour l'homme. L'annonce du salut de l'homme se réalise au mieux avec le concours d'une science pour l'homme. Sinon, comment libérer l'homme qu'on ne connaît pas? Comment annoncer l'évangile à l'homme qu'on ignore? Comment changer les conditions de vie de l'homme qu'on ne comprend pas? Jésus, Fils de Dieu, s'est fait pleinement homme pour assumer que le destin anthropologique est l'élevé à la dignité divine. Le mystère de l'incarnation est le sommet de la science anthropologique. Fin de citation. Comme experts et savants des sciences humaines et théologiques, nous pouvons avec véhémence reprendre à la suite du pasteur de l'église de Yaoundé que, je cite, Monsieur l'abbé Jean-Marc a partagé avec nous les enjeux actuels de l'incarnation du Christ et tracé ainsi un nouvel itinéraire scientifique où la foi et la raison se solidarisent, où science et vie coopèrent, où foi et culture s'enrichissent, bref, où la science se fait servante de l'homme, de tout homme et de tout l'homme. Fin de citation. La mission royale de se baptiser devenu prêtre pour la gloire de Dieu et le salut des hommes, devenu anthropologue et sociologue par amour pour l'homme, devenu théologien par amour pour Dieu, devenu professeur par amour pour la formation, devenu écrivain par amour pour la transmission des savoirs et des valeurs, cette mission de service s'achève en une belle mission. Celle d'un serviteur bon et fidèle, qui a su multiplier par 100, parmi les nombreux talents reçus de son maître, et qui a, selon Monseigneur l'archevêque Yaoundé, reçu sa couronne éternelle de gloire et de justice. Car serait-il un jour possible et logique de ranger dans les coffres de l'oubli des ouvrages tels le cri de l'homme africain, ma foi d'Africain, de l'existence à la libération des tâches actuelles de l'Église en milieu africain, repenser la théologie africaine, le Dieu qui libère, etc. Son excellence Monseigneur Jean Barga termine donc son propos en soulignant la forte capacité de mobilisation des personnes qu'avait et a jusqu'à ce jour M. l'abbé Jean-Marc Héra. Par sa capacité de rassembler les hommes, il a toujours su donner des leçons magistrales. Il a fait dans plusieurs églises et amphithéâtres durant son itinéraire terrestre. Lors de ses obsèques, il fit encore l'espoir de rassembler de nombreux peuples, tribus, langues et races pour une dernière leçon de théologie sous l'arbre, sur le thème l'art d'être missionnaire du Christ d'aujourd'hui. Aujourd'hui encore, le voilà qui nous rassemble à cet avis 700 pour une autre leçon magistrale. Que dis-je pour une leçon magistrale qui sera autrement autre? Monsieur le représentant du recteur, Monsieur le vice-recteur, Madame le secrétaire général, Madame le doyen, Monsieur le chef de département, Mesdames et Messieurs les enseignants, chers convives, voilà Monsieur l'abbé Jean-Marc Héra, prêtre et prophète, et sa théologie sociale essentiellement fondée sur le concept de théologie africaine de la libération des pauvres par Dieu, que son excellence Monseigneur Jean Barga, archevêque métropolitain de Yaoundé, a bien voulu vous présenter aujourd'hui par le canal de ma mauvaise personne, à l'ouverture de ce grand rendez-vous académique du donner et du recevoir. Son excellence Monseigneur Jean Barga voudrait donc qu'à la suite de la pensée du Saint-Père le pape François et de son option préférentielle pour les pauvres, la théologie sociale connue par l'abbé Jean-Marc Héra devienne un levier authentique de conversion pour l'Africain de ce temps en vue de la transformation effective et affective de nos sociétés pour l'avènement d'une humanité nouvelle où tous sont frères, fratelli tutti, selon cette intuition du pape François qui est le titre de sa dernière lettre encyclique. L'archevêque Yaoundé m'a chargé de vous rassurer de ses prières et invoque l'abondante bénédiction du Seigneur sur vous tous, protagonistes et participants des jours qui vont suivre à l'occasion de ce grand colloque national. Je vous remercie.
Il me donne de la tour, moi je me y'a, et il y a la quoi à goûter. Parce que à cette époque, dans sa société, la question sociale, mariage, était posée avec acuité. Alors, il demandait, il insistait et dit à ses frères de se marier. Parce que à cette époque, si un homme n'était pas marié, il n'était rien. Tu dirais même presque rien. Et comme il est, mon père c'est comme il est, et comme il est, mon comme il est. Enjeu social, forme et recherche de réponses, tous au pluriel, parce qu'il y a beaucoup de questions sociales, beaucoup d'enjeux aussi sociaux, et beaucoup de pistes de réponses. Et combiné, moi la combiné, et combiné, mon père c'est combiné, mais on voit mal de nous, en votant royal. Aujourd'hui, les garçons gardent la barbe parce qu'ils sont plus beaux maintenant avec la barbe. Avant, il fallait se raser la barbe pour être plus beau. Et aujourd'hui, il faut garder la barbe. Est-ce qu'on a eu le temps de poser la question aux femmes ou aux filles? Aimez-vous aussi la barbe, filles? Ou bien, aimez-vous les hommes sans barbe, filles ou femmes? La question sociale se pose. Il se pose. Enjeu et recherche de réponses plurielles. Et combinées. Il y a présent de vouloir écouter la l'audition de l'ouverture du colloque par M. le représentant du directeur de l'Université Gabriela, le professeur Luc Calva-Orono. Il est vice-recteur chargé des enseignements, de la professionnalisation et du développement des technologies de l'information et de la communication à l'Université Gabriela. C'est le représentant du directeur, vous avez la parole. Monsieur le professeur Mathias Kobounangini, vice-recteur en charge de la recherche, de la coopération et des relations avec le monde des entreprises. Madame Oumé Kissono, secrétaire générale de l'Université de Yaoundé 1. Monsieur le représentant Monsieur le représentant de son Excellence, Monseigneur l'archevêque métropolitain de Yaoundé, honorables membres du Parlement camerounais, Madame le doyen de la Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines de l'Université de Yaoundé 1, Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement, Mesdames et Messieurs les promoteurs et directeurs des établissements d'enseignement supérieur à caractère spécial et des instituts privés d'enseignement supérieur, Mesdames et Messieurs les vice-doyens, chefs de division, coordonnateurs des écoles doctorales, Monsieur le chef du département de sociologie et directeur du CERES, professeur Armand Leka Issombra,
Mesdames et messieurs les chefs de département, mesdames et messieurs les professeurs, maîtres de conférence, chargés de cours, assistants, adhères et vacataires, autorités politiques, religieuses et traditionnelles en diverses qualités, distinguées personnalités en titres et grades, distingués invités, chers conférenciers, mesdames et messieurs les chercheurs, chers participants au colloque, chères étudiantes et étudiants, mesdames et messieurs, tout protocole du nom respecté. Je suis fort aise de prendre la parole dans ce mythique amphithéâtre 700 ce mercredi 6 octobre 2021 à l'occasion de l'ouverture du colloque national en hommage à Jean-Marc Ella de regrettée mémoire sur le thème « La question sociale au Cameroun, forme, enjeux et pistes de réponse ». En cette circonstance, je voudrais tout d'abord exprimer ma déferlante gratitude à Sa Majesté le professeur Maurice Aurélien Soussou, qui a bien voulu me désigner pour le représenter. Mesdames et messieurs, chers participants, qu'il me soit à présent permis de vous souhaiter une chaleureuse bienvenue à l'Université des Langues-Pins, la mère des universités camerounaises, gratifiée par le vent du savoir qui souffle sur l'emblématique colline de Mouaïké. Chers participants, mesdames et messieurs, le colloque auquel vous prenez activement part dès ce jour, et ce, jusqu'au 8 octobre prochain, est un moment d'introspection et de réflexion profonde dans la perspective d'adresser les problèmes que notre société contemporaine en général et de la société camerounaise en particulier, résolument engagée sur le chemin de son émergence en 2035, tel que voulu par son Excellence Bourguiba, président de la République, chef de l'État. Pendant 3 jours, vous allez débattre des thèmes aussi diversifiés que variés, touchant à la question du genre et de l'inclusion, à la décentralisation, aux médias sociaux, aux conflits identitaires, aux questions foncières, aux problèmes de violence sociale et d'insécurité, et j'en passe. Toutes ces questions sont importantes dans la vie actuelle de notre société et méritent la réflexion des universitaires pour que soit rempli le contrat qui nous engage dans notre société, à savoir enseigner, chercher et appuyer le développement. Il ne fait donc aucun doute que vous allez porter haut le flambeau pour sortir d'ici avec des solutions idoines à chacune des questions qui nous interpellent dans le champ d'activité de ce colloque. Mesdames et messieurs, chers participants, je voudrais à présent que nous ayons une pensée pour celui-là même que nous honorons ce jour. Le regretté professeur Jean-Marc Ella, à qui toute la communauté universitaire a rendu un vibrant hommage dans cet amphithéâtre 700, le 26 janvier 2008, dans le strict respect des traditions universitaires. Ce géant de la sociologie africaine s'en est allé, laissant derrière lui une multitude de disciples, et je suis heureux de constater que 13 ans après, le temps n'a pas érodé la pensée de l'illustre disparu dans la mémoire de ses contemporains qui le font revivre
aujourd'hui. Le professeur Jean-Marc Ilana ne cesse que de travailler à faire entendre la voix des enfants. Sa pensée était focalisée sur les problèmes de société. Sa casquette de théologien y était-elle pour quelque chose? Assurément oui. C'est donc un devoir pour nous de sublimer cet esprit brillant qui aura fait parler de l'université camerounaise au-delà de nos frontières. Mesdames et messieurs, chers participants, je voudrais maintenant adresser mes vives, chaleureuses félicitations au nom de M. le recteur de l'Université de Yaoundé aux organisateurs de ce colloque, notamment au professeur Armand Leka Essomba, chef du département de sociologie à la Faculté des Arts et des Sciences Humaines de l'Université de Yaoundé. Ces félicitations s'étendent naturellement à Madame le professeur Christian Félicité Ewané et Possession, doyen de cette faculté, et à toute son équipe pour avoir soutenu ce projet devenu réalité ce jour. Que tous ceux qui de près ou de loin ont participé à la réalisation de ce banquet du savoir soient également félicités et remerciés. Mesdames et messieurs, chers participants, en vous souhaitant un agréable séjour à l'Université de Yaoundé 1 et des discussions fécondes et enrichissantes, desquelles jaillira la lumière pour éclairer notre société, je déclare ouverts les travaux du colloque national sur la question sociale au Cameroun. Non-livre dis colloquium, non-livre de Faculty of Arts and Social Sciences, non-livre de University of Yaoundé 1, non-livre de Ministry of Higher Education, non-livre Our Beloved Country Cameroon and its illustrious head, His Excellency Paul Biya, President of the Republic, Head of State, and may the Almighty God bless all of us. Thank you for your kind attention. Question sociale et devenue du Cameroun contemporain, prononcée par le professeur Leka Essomba, qui est le chef du département de sociologie de l'Université de Yaoundé 1. Il est également le directeur exécutif du laboratoire camerounais d'études et de recherche sur les sociétés contemporaines, CELAGE. Certaines circonstances de nos vies qui, à nos yeux d'hommes, constituent des énigmes liées à ce qu'un langage commun, souvent teinté de suffisance scientifique, appelle au hasard, apparaissent à la fin des temps comme la continuité des évidences tissées par la trame d'un unique mais invisible fil. Et c'est toujours la distance du temps qui rend possible les reconstitutions en définitive logiques et finit par nous suggérer a posteriori la cohérence de ces récits
qui lie nos vies et nos cheminements dans ce monde. Ma propre rencontre avec Jean-Marc Théla constitue un argument additif qui plaide en faveur de cette conviction philosophique que je partage avec beaucoup d'ici. Monsieur le recteur de l'université de Yaoundé 1, ici représenté par le professeur Louis Calvin, Madame le doyen de la faculté des arts et des sciences humaines de l'université de Yaoundé 1, Monsieur le représentant de l'archevêque métropolitain de Yaoundé, autorité administrative, politique et religieuse, cher ami Karalibi, chers collègues, chers étudiants, mesdames et messieurs. Le risque de succomber à la tentation narcissique en cette circonstance particulière et devant cet important auditoire est grand. Je fais toutefois le choix de courir ce risque devant vous, en privilégiant une entrée volontairement autobiographique à cette leçon que les circonstances m'imposent. L'obtention de ma baccalauréat en 1994 m'ouvra la porte à l'université. Nourri à la bibliothèque de mon propre père, qui enseignait alors l'histoire et les matières connexes au lycée Oval, c'est tout naturellement qu'un consensus s'était vite établi sur mon orientation. Un accident de précarité cette année-là m'empêcha de m'inscrire à l'université de Ouégué. Je fus ainsi contraint de passer une interminable année dans mon village, à cueillir du vin de palme et à essayer de vivre la vie des champs. J'acceptais malgré moi cette évidence à l'époque, avec une certaine tristesse et une profonde frustration. Or, ce sera au cours de cette sorte d'année finalement sabbatique au village que ma rencontre avec Jean-Marc Théla se fera. Ce sera grâce à la médiation d'un vieux compagnon, aujourd'hui moine dans un monastère quelque part en Europe. Dans une des lettres qu'il me faisait parvenir régulièrement et que l'on me portait jusqu'à mon village, il mentionna Jean-Marc Théla. Et quelques paragraphes sur le personnage me décidèrent à changer d'orientation. Un an plus tard, c'est-à-dire en septembre 1995, les circonstances favorables m'amenèrent à solliciter une inscription au département de sociologie et anthropologie, à l'étonnement agacé de mon père, qui se demandait à l'époque où la sociologie, voire l'anthropologie, pouvait bien conduire son petit-fils. Je dois dès à présent le répéter. Je n'ai donc jamais connu personnellement, ni croisé physiquement, la route de ce temps. Puisque mon arrivée coïncida en quelque sorte avec son propre départ en exil. Il partit en 1995, très loin d'ici. Pour les étudiants de cette époque, ce fut une frustration académique supplémentaire. En dépit de cet exil lointain, il laissa derrière lui des traces. Et toute trace aide à suivre le chemin. Ce sont ces traces que je n'ai cessé, avec bien d'autres, de suivre. Traces qui m'ont conduit, en quelque sorte, jusqu'à son intimité intellectuelle. Ce fut d'abord à la modeste bibliothèque estudiantine du cercle philo-psychosocial anthropologie, située à la cité universitaire de cette université. C'est la raison pour laquelle, à mes yeux, il a toujours été considéré comme le maître absent, à l'ombre des textes duquel je n'ai cessé de me nourrir intellectuellement et spirituellement. Et lorsque le 26 décembre 2008, c'est-à-dire récemment, il quittait ce monde à l'âge de 72 ans, à la Colonial Royal Hospital de Vancouver, au Canada, s'éteignait en fait la voix de celui qui, très vite et durant de très longues décennies,
s'imposa comme le sociologue le plus lucide et le plus fécond de sa génération. Il fut unanimement salué par ses amis, disciples ou collègues à l'époque, comme étant un infatigable veilleur, achevé, un martyr de la résistance, Ambroise, un baobab de la sociologie africaine, Valentin Laloux, une conscience aiguë des luttes auxquelles le continent africain est en permanence confronté, Montaziaka, un géant et baobab intellectuel africain, Yao Assok. Il s'en allait laissant derrière lui une pensée sociologique dense, incandescente et unique. Cette pensée sociologique intègre une diversité imbriquée de champs, l'éducation et ses systèmes d'inégalité, les trajectoires rurales et urbaines de l'Afrique contemporaine, la crise de l'omniprésence de l'État confronté aux rationalités paysannes, les formes populaires de critique du pouvoir, de l'argent et de l'insurance, les formes de créativité du monde d'en bas et la Renaissance africaine, les fondements sociaux de l'accumulation économique, la dialectique fécondité-migration, et enfin la recherche pour le développement, mais aussi la dialectique du rapport entre science, pouvoir et société. Venu à la sociologie et aux sciences sociales par le détour de la théologie et de son expérience pastorale auprès des gens de la Beauce, Jean-Marc a su articuler des problématiques transversales et enchevêtrées, à travers lesquelles l'on pouvait percevoir, et l'on perçoit toujours, sa passion pour ce qu'il appelait les pauvres, c'est-à-dire les paysans, les jeunes sans travail, les femmes déclassées, les laissés pour compte de la vie souhaitable, bref, ce qu'il appelait le monde d'en bas, qui pour l'essentiel exprime dans nos sociétés, aujourd'hui en tout cas, des figures sociales de la vulnérabilité. Dans sa façon d'écrire, l'on perçoit avec une rare conscience le souci permanent de démasquer et de dénoncer toutes les forces de la mort, qui ne cessent de contester aux individus, mais surtout les plus vulnérables, le droit à une vie humaine digne. Partant du postulat sien, selon lequel ni Dieu, ni les évangiles, ni la sociologie ne sont neutres, il n'hésitait pas alors à prendre position pour les plus faibles de partout. Marqué par la pensée de Frantz Fanon et héritier d'une tradition théologique d'inspiration prophétique, son expérience pastorale parmi les paysans kirghiz de l'extrême nord Cameroun, en 71-85, et la tragédie de la profanation sans limite de la vie humaine dont il était témoin au début des années 90, aggrava son inquiétude devant un phénomène advenu depuis le départ des colons. Le meurtre du frère par le frère, sous ses multiples formes. C'est en partant d'une critique sans concession de cette tragédie que sa pensée sociologique va faire apparaître l'analyse de la vulnérabilité comme la condition inévitable qui fonde l'identité critique de la sociologie et des sciences sociales, de manière générale, dans un contexte contemporain où les épistémologies dominantes, les théories et les méthodologies instituées semblent faire écho aux idéologies du jour et aux forces sociales, culturelles, politiques et économiques qui les portent. L'hypothèse sur laquelle nous travaillons ces derniers jours est que la trajectoire et une grande part de l'héritage théorique de Jean-Marc est fondée sur une sélection empirique, ainsi que sur une construction sélective des objets sociaux vulnérables. C'est à partir de ce postulat méthodologique, orienté en quelque sorte, que le sociologue fonde nécessairement l'identité critique de la sociologie,
notamment dans ces sociétés africaines marquées par les rudesses d'une adversité historique que l'on voit bien reproductible. Cette identité critique, spécifique, apparaît indispensable aux yeux de Jean-Marc Léa pour en quelque sorte sauver le discours sociologique de ces compromissions toujours possibles avec les instances qui monopolisent les ressources de la violence symbolique légitime. Comme on peut l'entrevoir, mesdames et messieurs, chers collègues, toute la pensée sociologique de Jean-Marc Léa est structurée autour de la question sociale dans une perspective africaine. Ce colloque n'est qu'une manière de prolonger ce que quelque part j'ai pu appeler les funérailles intellectuelles, ainsi qu'un prétexte opportun pour discuter autour de la question sociale au Cameroun. La thématique qui a guidé le choix autour du thème de ce colloque s'est nourrie en fait à la source de certaines évidences sociales. Depuis quelques décennies au Cameroun, et plus largement dans la plupart des pays d'Afrique, l'État est durablement contrarié dans sa double capacité instituante et distributive. La capacité instituante touche pour l'essentiel à la fonction centrale qui permet en quelque sorte à l'État non seulement de jouir du monopole de la production des normes légitimes, mais aussi le pouvoir de les faire appliquer. La capacité distributive, quant à elle, renvoie à la primauté dont il jouit dans les mécanismes de répartition de la richesse collective. Pourtant, c'est en grande part autour de cette double capacité que se sont construits l'essentiel, que pour l'essentiel s'est édifié les bases de légitimation sociale de l'État postcolonial chez nous. Cet État, tel qu'on l'a vu se construire au lendemain de nos indépendances dans les années 60, avec les plans Quinquennaux, par exemple, se prévalait et se nourrissait d'un certain idéal de solidarité nationale et sociale, successivement encadré par les idéologies s'inscrivant dans le sillage d'un libéralisme économique atténué. L'usage systématique des ressources de la coercition, dans un contexte monolithique, associé à une forte capacité distributive, fondait ainsi la légitimité sociale de l'État dans la période qui, au Cameroun, s'étale notamment de 1966 à 1987. Ce fut le cycle historique de l'État-providence, qui fut en même temps un État paternaliste. Trois événements sont venus clore ce cycle historique euphorique. D'abord, l'inscription progressive des sociétés africaines dans une temporalité politique délibérative, dans un contexte de crise économique. Ensuite, l'accentuation des processus d'intensification des rapports sociaux planétaires. Et enfin, l'explosion et la redécouverte des formes de convivialité communautaire infranationale. En dépit du fait que ces trois phénomènes que sont la démocratisation, la cosmopolitisation et l'ethnicisation pathologique des rapports sociaux ne soient pas associés aux dynamiques spécifiquement liées aux sociétés africaines, ils ont toutefois exercé une intense et singulière pression sur le réservoir classique de pouvoir dont jouissait l'État dans nos sociétés. Irréversiblement, l'État ne peut plus maintenir dans le silence sa propre population. Et ceux qui, hors de son territoire, se mêlent de ses affaires internes se sont démultipliés, au moment même où il affronte une crise durable de liquidité, ainsi qu'une crise morale d'allégeance exclusive. Trois ordres de monopole critiques, désormais partagés entre l'État, les organisations financières internationales et la société civile, nationale et internationale, vont donc émerger. Le monopole de la violence politique légitime, qui, lui, est rentré dans une crise de légitimation. Le monopole des avoirs financiers légitimes, stabilisé par les grandes organisations financières internationales, et le monopole de la critique morale légitime,
naguère détenue par l'université et ses ouvriers de la pensée, mais qui aujourd'hui se disperse et tend à se coaguler autour des organisations de la société civile internationale. Comme bien d'autres États dans le monde, l'État au Cameroun n'est plus désormais en même d'appliquer des politiques autonomes. Les acteurs politiques non étatiques influencent désormais de manière significative et explicite les conditions de vie des individus. Les acteurs de l'économie mondiale, Banque mondiale, l'OFI, l'OMC, les multinationales, etc., exploitent à leur avantage la mondialisation et se transforment de fait en acteurs politiques, disposant d'un pouvoir institutionnel. D'un côté, émergent des mouvements transnationaux de protestation qui se constituent en véritable contre-pouvoir, mobilisant les opinions publiques et exerçant des pressions aussi bien sur les États-nations que sur les acteurs de l'économie mondiale, avec des résultats particulièrement contrastés. Cette double promiscuité a eu pour effet direct des formes de désaffection se nourrissant du sentiment que l'idéal de solidarité nationale ne constituait plus un horizon moral, politique et axiologique souhaitable. La question ici, centrale, est donc celle de savoir comment fonder dans ce nouveau contexte un idéal de solidarité nationale. Or, l'idéal de solidarité touche prioritairement à la question sociale. Les questions sociales, disait un spécialiste, sont aussi importantes que la diplomatie ou la politique intérieure pour maintenir l'unité d'un peuple et assurer son bien-être, nous rappellent ces spécialistes. Or, la question sociale, ce sont toutes ces questions qui fondent dans un État le sentiment de justice sociale et de communauté des destins, ingrédient indispensable pour la légitimation renouvelée de l'État. Bien prise en charge, elle constitue un instrument essentiel de cohésion sociale qui par là même concourt à la paix et à l'insertion sociale. En favorisant la solidarité nationale, la prise en charge de la question sociale peut contribuer à la dignité humaine, à l'équité et à la justice sociale, notamment dans ce contexte de mondialisation et d'ajustement critique des politiques néolibérales. En scrutant le Cameroun sous toutes ses coutures aujourd'hui, on constate ces dégages, les inégalités, les exclusions et les indicateurs de dégradation d'une vie humaine accomplie ont naturellement gagné en ampleur. D'un point de vue empirique, le croisement colonial portait en lui un principe nouveau de régulation des rapports sociaux et économiques. C'est l'idée même du marché. Dans cet esprit, l'individu tend à avoir une préscience plus grande sur l'autre. La forme de justice valorisée ici est dite commutative, c'est-à-dire celle garantissant la stricte application de la liberté individuelle ou encore la situation personnelle. C'est la part de la détermination historique qui a conduit nos sociétés à adhérer à des formes de philosophie économique en contradiction avec les valeurs de solidarité coutumièrement constitutives de nos communautés. Ce fut un facteur aggravant des inégalités. Même la réponse théorique et idéologique du libéralisme communautaire, qui se voulait d'une synthèse entre le communautarisme et le libéralisme, n'est pas allée au-delà de la simple intuition intellectuelle. La célèbre solidarité africaine, si souvent brandie, tend aujourd'hui à se recroqueviller et à devenir un simple slogan ethnologique. L'on peut se servir en effet d'un critère terminologique pour analyser les processus de dégradation des conditions de vie des gens au sein de nombreux pays d'Afrique, dont le Cameroun fait partie. Cette entrée terminologique pourrait révéler un véritable phénomène socio-économique de production politique de la pauvreté. Un itinéraire paradoxal a en effet marqué le discours social dominant dans son effort de nommer ou de caractériser l'horizon général à l'intérieur duquel s'inscrivent les trajectoires du gouverné en Afrique depuis notamment les années 1960. Il s'est agi d'un itinéraire essentiellement répressif. L'utopie du développement s'est éclipsée.
pour laisser place à une tâche plus humble, la lutte contre la pauvreté, qui peut s'appauvrir au fil du temps de son accent pompeux pour se muer plus prosaïquement en une simple stratégie de réduction de la pauvreté. Un pays comme le Cameroun est par exemple passé tour à tour de pays en voie de développement pour celui des pays pauvres très endettés. Cet itinéraire terminologique régressif est probablement révélateur à la fois de l'aggravation des inégalités sociales et des apories constitutives de la prétention à implémenter une justice sociale dans les sociétés marquées par des formes sournoises de dépendance dans le contexte du capitalisme périphérique. Jusqu'au milieu de la décennie 80, le Cameroun jouissait en effet d'une relative aisance économique, avec un taux de croissance qui atteignait un chiffre significatif. Le pays fonctionnait sur le régime économique des plans quinquennaux qui permettait la réalisation de grands projets, aussi bien infrastructuraux que sociaux. Le niveau de vie était relativement acceptable et le taux de chômage n'était pas un drame social particulier. La production pétrolière, dont le pic fut atteint précisément en 1986, continua à doper les revenus issus des recettes d'exportation. Cette situation relativement soutenable prit brutalement fin vers la fin des années 80, suite à divers facteurs au rang desquels l'on évoque régulièrement la détérioration des termes de l'échange, les conséquences structurelles du second choc pétrolier, la crise de l'endettement, les conséquences sociales liées à l'application dogmatique des programmes d'ajustement structurel imposés par les bailleurs de fonds. Les conditions de vie des gens se sont donc gravement détériorées, ce qui entraîne inévitablement une aggravation des formes d'inégalité. Traditionnellement, au Cameroun, les personnes pauvres se trouvaient pour l'essentiel parmi les personnes âgées, les salariés agricoles pour les anciens indépendants qui n'avaient pu poursuivre leur activité du fait des mutations structurelles de la société. Les personnes qui avaient un emploi en particulier, les salariés, échappaient de manière à peu près systématique à la pauvreté. On pouvait donc penser que la salarisation croissante de la population active, qui accompagnait la croissance rapide des années 70, réussirait à vaincre définitivement la pauvreté. Il n'en a malheureusement rien été. Une nouvelle pauvreté s'est développée à partir des années 80 via la montée du chômage. On va trouver parmi les nouveaux pauvres les jeunes sans qualification qui n'ont pas réussi à trouver un emploi stable ou les travailleurs licenciés. Ces difficultés d'insertion deviennent, dans certains cas, source importante d'exclusion sociale. La ville et le village. On est scié d'une autre frontière des inégalités. La ville est potentiellement un paradis artificiel, ainsi que la métaphore de la réussite sociale dans l'imaginaire de beaucoup, du fait des privilèges qui lui sont associés, ce qui n'est pas toujours vrai. La ville est coupée du village du fait de l'absence de toutes sortes d'infrastructures de base. Toutes les statistiques disponibles visualisent cette situation dans tous les secteurs. La route, l'eau potable, l'hôpital, l'électricité, l'éducation de base, les structures de loisirs, etc. La ville, ce sont les riches, les hommes de la plume, les fonctionnaires, bénéficiant de bureaux climatisés et jouissant de beaucoup d'avantages sociaux et de la protection prioritaire de l'État. Alors que le village, c'est là une schématisation sur Aïma, le royaume des pauvres et des paysans vivant dans la pioche, astreint à nourrir la ville, mais ne bénéficiant d'aucun privilège. Une autre frontière des inégalités s'est durablement construite autour des hommes et des femmes, autour des travailleurs et des chômeurs, des travailleurs qualifiés et des travailleurs non qualifiés, entre les pauvres, entre les riches. En gros, toutefois, les domaines les plus affectés sont ceux qui furent ciblés par les conditionnalités du FMI qui inaugurèrent en un certain sens un important cycle de tutelle, plus connu sous l'appellation de programme d'ajustement structurel. Les mesures préconisées par ce schéma insistaient entre autres sur la libéralisation complète de l'économie, la privatisation massive des entreprises publiques, le désengagement de l'État dans les secteurs concurrentiels, la suppression des barrières douanières,
la dévaluation de la monnaie locale, la production tout entière tournée vers l'exportation et donc l'abandon en quelque sorte des cultures vivrières. L'abandon des subventions aux produits et services de première nécessité, la baisse drastique des budgets sociaux non productifs, la santé et l'éducation. Ces mesures furent appliquées dogmatiquement et sans aucun discernement. Elles se soldèrent par un échec retentissant, visualisé à travers la grave détérioration des conditions de vie des populations. C'est là où, non seulement, se firent revoir les taux de chômage les plus élevés de l'histoire récente du pays, mais aussi se produisirent les plus grands troubles sociaux durant la décennie 90. 3 ou 4 domaines provoquèrent les plus tragiques dégâts dans la distribution des inégalités et la détérioration de la solidarité. L'accès à l'emploi et à un emploi décent, l'accès aux soins de santé, l'accès à l'éducation, l'accès à un logement décent. Telle est en quelque sorte la genèse sociale des nouvelles structures d'inégalité aujourd'hui. Le monopole de l'allégeance et de la production des identités que l'État a prétendu exercer depuis la culture coloniale lui est donc en conséquence ouvertement nié. Les grands-mères de l'exclusion et même de l'explosion s'élaborent. Comme de nombreux observateurs l'auront noté, notamment depuis le début de la décennie 90, le champ social est de plus en plus organisé sur le registre communautaire. L'ethnicité et la région sont devenus des identifiants cardinaux, influençant les rapports sociaux de manière formelle implicite. Les identités infra-étatiques sont ouvertement présentées comme des critères de discrimination et des facteurs de mobilisation différentiels. Tous ces faits, dans leur prise en charge par la théorie sociale, vont nourrir des diagnostics et pronostics dramatisants, autant dans le discours commun que dans le discours savant. Il a été souligné à plusieurs reprises que la légitimité de l'État, c'est-à-dire sa capacité à être reconnue comme fondement de la commune, de la cohésion et de la pérennité dans une communauté politique, est fortement dépendante de la manière dont elle envisage la protection sociale de ses citoyens. En vue de fonder de manière durable l'intégration sociale de toutes les couches de Camerounais, il s'avère donc probablement qu'une réflexion est à envisager sur une nouvelle vision de l'État. Et cette vision doit pouvoir être proposée, notamment dans la capacité de cet État à contenir les formes d'inégalité et d'exclusion qui se complexifient dans ce monde aujourd'hui. Cette nouvelle vision doit se nourrir des traditions de solidarité et des philosophies communautaires de notre histoire pluriethnique et s'ouvrir aux interpellations des sociétés modernes. Il est en effet temps de mobiliser toutes les forces vives, toutes les intelligences de la nation dans un esprit d'équité, d'efficacité et de solidarité sociale. La tâche de penser ces questions, d'en proposer une meilleure problématisation, une conceptualisation à la fois intelligente et intelligible, revient avant tout aux spécialistes des sciences sociales. C'est au cœur de cette tradition, une tradition critique, une tradition portée à un niveau de fécondité rare par Jean-Marc Ayrault, que nous avons fait le choix de nous inscrire. Et cette tradition critique nous pousse aujourd'hui à être encore plus exigeants, aujourd'hui, à l'égard d'abord de nous-mêmes, mais aussi à l'égard des autorités publiques. Ce colloque, mesdames et messieurs, chers collègues, nourrit l'ambition de contribuer à relancer un nouveau cycle de dynamisation de la pratique sociologique de manière spécifique et des sciences sociales de manière générale. Ces sciences ne serviraient à rien si elles renonçaient à la tradition critique qui les a nourries. C'est cette tradition critique qui ouvre la voie à la créativité. Cette dette-là, la génération à laquelle nous appartenons se doit de la payer. Je vous remercie.
Guru Yangana Monga Guinée, Guru Yangana Monga Congo, Guru Yangana Monga Cameroun, Asoya, hey, hey, hey.